Salam alaikum, bonjour. Je m'appelle Amel Benatou, docteur en langue et communication, lauréate de la faculté des lettres et des sciences humaines d'Agadir, Université Ibn Zohr, affiliée au laboratoire de recherche sur les langues et la communication, l'Arlanco. Avant d'entamer la présentation du domaine de recherche, j'aimerais saisir cette occasion pour remercier le décanat de la faculté des lettres et des sciences humaines d'Agadir qui nous a offert cette occasion, cette opportunité d'échanger, de partager notre parcours de recherche doctorale avec un aussi large public, ainsi que le laboratoire de recherche qui nous a permis en fait d'être à la hauteur de cette opportunité. Et donc, le sujet de notre recherche, la thématique générale, est la suivante. La communication architecturale et urbanistique au Maroc, qu'à Agadir, Marrakech et Tétouan. Une thèse soutenue le 22 juillet 2019 sous la direction de monsieur le professeur Mohamed Ben Yahya. Dans le jury est le suivant, monsieur Abdelfattah Nasser Lidrissi, monsieur Mohamed Ben Yahya, monsieur Mohamed Ben Dahan, monsieur Mokhtar Al-Mouhal et monsieur Abdelmjid Abou Tariq. Et donc, premier élément qui vient à l'esprit, première question dès la lecture du titre de la thèse, pourquoi réunir deux champs d'études de sciences qui sont différentes, l'une est technique, l'autre rentre dans les sciences humaines? La réponse est aussi simple que celle-ci. L'architecture est elle-même un témoignage communicationnel. Elle marque le temps, les territoires par sa présence. Elle accompagne les hommes et les femmes, leurs caprices, leurs désirs de puissance, leur angoisse existentielle. Donc l'architecture en fait, elle accompagne et la pragmatique de l'homme et sa fantaisie, selon différents penchants de différentes époques et selon différentes visions de concepteurs, que ce soit maître d'œuvre ou bien maître d'ouvrage. Alors, personne ne peut nier ou refuter que l'architecture a toujours été façonnée par les tendances de l'homme et encore les besoins des civilisations en perpétuelle émulation. Bref, l'architecture se transforme avec le temps pour devenir un facteur d'identification sociale, et ici nous communiquons à travers l'architecture l'identité sociale, un facteur de promotion territoriale et de vente d'images de marque territoriale, et le renouvellement, elle est un facteur prépondérant dans le renouvellement de la société au même titre que tous les autres arts. Encore plus, avec la globalisation et cette ère de mondialisation, l'architecture est devenue un facteur essentiel de la valorisation et de l'accomplissement des villes, des cités et surtout des métropoles. Puisqu'on parle d'architecture et de communication, qu'est-ce que nous communiquons? Cette architecture, qu'est-ce qu'elle représente en fait? Aujourd'hui, quand on parle d'architecture, on parle de landmark, d'image de marque, qui communique, qui exprime, qui illustre l'emblème et l'image de tout un pays. Une telle science aussi importante, qui a son poids dans le vécu humain, comment peut-on communiquer son importance? Quel discours communique l'architecture en tant qu'image, en tant qu'inspiration et en tant que message, plus qu'une technique, une simple technique de tracé? Elle est symbolique. Elle a une dimension symbolique très importante. Quelle symbolique alors exprime-t-elle ou communique-t-elle? Que ce soit dans le passé, aujourd'hui, dans le présent, et qu'est-ce qu'elle symbolisera dans l'avenir? Pour répondre à ces trois questions de départ, ce contexte général en fait qui nous a motivés, cette question d'identité, de promotion territoriale qui nous a motivés vers le choix du sujet, pour répondre à toutes ces questions initiales, nous avons choisi trois terrains
d'observation et d'analyse qui ont été nécessaires pour s'imprégner de la communication architecturale en tant que miroir du passé, un récit d'histoire, mais aussi et surtout comme convoyeur de l'avenir. Cela veut dire qu'au-delà de l'instrument, qu'au-delà de la technicité, l'architecture est un percept de communication toujours plus innovateur, que ce soit en termes de construction identitaire, elle a sa place, que ce soit en termes de patrimonialisation et de préservation du patrimoine, ou bien au niveau du marketing territorial et du discours de durabilité. Nous avons expliqué pourquoi la communication architecturale, pourquoi cette union entre les deux différentes sciences. Maintenant, pourquoi une communication architecturale dans 3 villes à une distance de plus de 900 km, 3 villes qui sont aussi différentes l'une que l'autre? Tout simplement car nous ne parlons pas uniquement de villes, mais de modèles architecturaux. Ces modèles, ils sont le fait de l'histoire, de l'usage sociétal, du positionnement en termes de gestion patrimoniale et surtout de gouvernance territoriale. Pour mieux expliciter les 3 modèles, nous avons 2 modèles ayant évolué sous le protectorat français, à savoir Marrakech et Agadir, mais qui sont toujours différentes. Marrakech, c'est la ville impériale. Agadir, c'est la ville qui a été reconstruite, qui est ouverte vers la modernité. Et on a Tétouan qui a évolué sous le protectorat espagnol avec toute une différente philosophie de construction et d'architecture ayant son message à passer. Et donc, l'image et la communication architecturale au Maroc ne peut se faire intégralement qu'à partir de 3 modèles distincts certes, mais d'interchangement et d'intercomplémentarité. Bien évidemment, les 2 protectorats ont intérêt différemment l'authenticité initiale des villes, selon leurs objectifs, selon leur contexte. Mais cela n'empêche que notre choix des portes d'entrée thématiques fut conditionné par ce fait d'importance, de diversité et d'incomplémentarité. Et c'est la raison pour laquelle la communication architecturale a été placée dans notre recherche sous plusieurs signes et registres. D'abord, à Marrakech, nous avons traité l'architecture militaire et défensive comme signe d'authenticité. À Tétouan, c'est l'architecture résidentielle d'intégrité et religieuse pour une promotion touristique et territoriale. Et à Agadir, c'est le signe de la modernité à la recherche d'une identité après le séisme de 1960. Donc, comme vous voyez, les 3 modèles, ils sont différents, mais il y a un certain lien qui nous conduit d'une ville vers l'autre pour pouvoir constituer un modèle vers la fin. Alors, après avoir situé le sujet de thèse dans son contexte général, qui est à la fois la science de la communication et l'architecture pour en tirer une science unique qui est la communication architecturale, après avoir explicité les 3 terrains de recherche en fait, à savoir Marrakech, Agadir et Tétouan, maintenant, quelle est la problématique de la thèse? De quoi voulons-nous parler? Alors, la problématique de la thèse s'articule autour de 2 objectifs principaux. Premier, c'est un objectif déontologique. Ce qui est important dans notre recherche, dans notre travail de thèse, ce n'est pas uniquement présenter des résultats. Mais non, hein, nous sommes loin de cela. Mais le fait d'engager un débat réel sur la communication architecturale à travers les 3 modèles. Pourquoi? Pour les caractériser, les comprendre, voire même les réconcilier, afin d'arriver à l'objectif escompté, celui de la durabilité territoriale. Dans le même ordre d'importance, l'objectif principal qui suit, c'est le fait de faire de la communication architecturale un projet de société. C'est-à-dire impliquer le citoyen dans son patrimoine architectural, dans la conception de sa ville, lui faire comprendre la valeur historique de son architecture d'abord,
Parce qu'une implication ne peut se faire qu'à travers une bonne compréhension. Donc, lui faire comprendre la valeur historique de son architecture, le réconcilier avec son patrimoine afin de lui permettre l'appropriation. On ne peut jamais s'approprier quelque chose qu'on ne connaît pas. On ne peut jamais s'approprier un élément vis-à-vis lequel nous sommes ignorants. Et donc, comprendre le patrimoine architectural et sa valeur historique, se l'approprier, se réconcilier avec ce patrimoine et avec ce territoire, pourquoi faire? Pour qu'à la fin, on peut s'identifier à ce territoire comme objet d'identification identitaire et pour pouvoir le vendre. L'intérêt économique, il est toujours là. Nous avons toujours besoin de vendre, d'assurer une pérennité territoriale, une image de marque à l'échelle nationale et internationale. Cela ne peut se faire qu'en interne d'abord. Pour pouvoir vendre et assurer la continuité, la pertinence d'usage et la croissance économique qui est le souci de tout à chacun. La problématique est une question qui est aussi simple que ça. Que faut-il communiquer pour atteindre la durabilité et la croissance économique tout en préservant l'appropriation? Allons-nous communiquer l'architecture comme élément qui représente les lieux dans leur contexte réel, interprété ou voulu? Est-ce que par sa présence, cette architecture aujourd'hui est un reflet de l'homme, de ces lieux? Est-ce que c'est un moyen de gouvernance? Est-ce qu'elle est utilisée dans le projet de gouvernance? Est-ce qu'elle est un moyen de légitimité politique et religieuse ou un simple prélude imaginaire pour la vente et la fuite en avant? S'agit-il d'une architecture miroir qui reflète les fondements d'un espace de vie ou une greffe architecturale symbolisant les pouvoirs en place par juxtaposition, superposition, effacement ou report dans le temps? Et donc, l'authenticité architecturale, au-delà de sa forme, son style, sa symbolique, son message, est-ce qu'elle peut constituer aujourd'hui une manivelle pour la signature d'un projet durable ou seulement une labellisation greffée pour l'exportation du patrimoine au gré de l'opportunisme de l'investissement? C'est ça la question principale. La problématique de la recherche nous a ouvert le champ vers un corpus méthodologique, et une approche théorique bien précise, dans le souci ou bien le challenge, si on veut dire, parce que tout travail de thèse n'est pas une mission de tout repos. Il y a toujours des challenges, il y a toujours des difficultés à surmonter. Et la nôtre était en fait le souci de lier la communication à l'architecture, puisque c'est une thématique qui est un peu émergente, elle est nouvelle, surtout au Maroc. Donc, comment peut-on atteindre cet objectif de lier les deux sciences pour avoir une seule science? Finalement, je parle côté vraiment théorique, la recherche scientifique. Et donc, cela nous a permis de s'ouvrir sur la pensée de la sémiotique triangulaire persienne, qui appartient à la linguistique et qui constitue, dans notre travail de recherche, le premier réceptacle théorique qui nous a permis l'émergence du sens et de la signification, une constellation sémantique mettant en scène concept de simiose, image architecturale, concept de dialogisme, signes architecturaux, langage, contenu architectural, discours et récit, contenant architectural, intention et peau, tel que Victor Hugo l'a cité. Et donc, cette première entrée théorique nous a permis de concevoir certaines hypothèses. Dans la première, c'est que l'architecture marocaine vernaculaire ou moderne, qu'elle soit vernaculaire, qu'elle soit moderne, c'est-à-dire qu'elle soit ancienne, qu'elle soit moderne, d'avant le protectorat,
pendant le protectorat ou sous l'indépendance, elle est mal connue par le citoyen marocain. Et donc, cela nécessite une communication qui nous permettra de réconcilier l'homme et son architecture, l'homme et son territoire. Deuxième hypothèse, c'est que l'architecture marocaine, elle est en fait en mesure de contribuer dans l'élaboration d'un modèle d'urbanisme et d'habiter pour anticiper sur la complexité du système monde de globalisation et pour concevoir un modèle d'identité architecturale durable. Comment peut-on faire cela? Tout simplement en s'imprégnant des anciens modèles et en ouvrant la porte vers la créativité authentique et non l'artificialité. Nous pouvons prendre l'exemple de Marrakech où l'architecture défensive et militaire peut influencer le modèle d'urbanisme à l'authenticité. Tétouan, avec son architecture résidentielle d'intégrité et d'appropriation sociale, son architecture religieuse, peut faire l'objet d'un projet sociétal d'intégrité et de promotion touristique. Pourquoi nous nous enfuyons de nos temples, nos édifices religieux, alors qu'ailleurs, ils représentent le socle de la promotion touristique? Pourquoi ne pas les utiliser dans un programme touristique durable? Nous cherchons la modernité. Et donc, l'architecture moderne, ouverte sur l'authenticité, peut corriger l'artificialité que nous vivons aujourd'hui. Et nous allons voir pourquoi je dis artificialité par la suite. Donc, nous parlons de villes touristiques, mais de fausse modernité, à la marge de la société. La société, elle est excluse. C'est une modernité pour qui? Nous ne le savons pas encore. Donc, reconstruire la ville, il faut la reconstruire dans une vision d'authenticité. Notre approche théorique ne s'arrête pas bien évidemment sur la théorie persienne, mais je peux citer la théorie de filiation inversée de Jean d'Avalan, je peux citer les travaux de Dominique Woltan et Umberto Eco en ce qui concerne la cohabitation culturelle et le langage architectural, Bernard Lamizet qui parle de la ville en tant que phrase, ce qui a été indispensable pour nous pour expliciter les propos sur la notion d'inversé. Et donc toutes ces théories-là, toutes cette porte d'entrée théorique nous ont permis d'adopter une double approche méthodologique, une approche qualitative et une approche quantitative. Alors, l'approche qualitative, elle a touché les trois villes, c'est-à-dire Marrakech, Tétouan et Agadir. À Marrakech, nous avons effectué des entretiens semi-directifs, et cela c'est très important dans le travail de thèse, c'est de vraiment se concentrer sur une double approche pour pouvoir optimiser en fait les résultats de recherche. Et donc, pour nous, c'était des entretiens semi-directifs à Marrakech, des relevés personnels photographiques pour les édifices architecturaux, donc ou bien Internet, ou bien les photos sur Internet. Il faut vraiment partir vers le terrain, prendre les photos, contacter les personnes, rentrer en contact et se construire un réseau. À Tétouan, nous nous sommes basés sur l'exploitation d'un guide d'architecture de l'Insanché. L'Insanché, c'est la médina en fait de Tétouan entre 1912 et 1956, élaboré en collaboration entre le conseil municipal de Tétouan et l'association de la Junta de l'Andalucía en Espagne, notamment pour les photos, les esquisses, etc. et j'en passe. Un relevé systémique personnel des édifices architecturaux et des photos de l'urbanisme. Nous sommes basés sur des travaux d'Alfonso de Sierra Ochoa. À Agadir, une enquête en ligne a été ciblée pour des touristes, des cadres administratifs, et un fichier image qualitatif fut élaboré auprès d'une vingtaine de citoyens pour s'exprimer sur l'architecture d'Agadir. Ici, j'ouvre la parenthèse, pourquoi un questionnaire ou bien un fichier image qualitatif d'une vingtaine de personnes?
parce que nous nous sommes rendus compte, après plusieurs tentatives, que vraiment, c'est l'hypothèse première de notre travail, que l'histoire architecturale est quasiment méconnue par le citoyen. À part la reconstruction, les quelques édifices qui sont connus, tout ce qui est avant et même après, c'est un déficit de mémoire. Donc, en ce qui concerne l'approche quantitative, je tiens à préciser que c'est une approche de représentation et non d'échantillonnage, ce qui fait la différence. Donc, elle a porté uniquement sur Tétouan. Pourquoi ? Car elle contient un grand nombre d'édifices, surtout religieux. Donc nous avons élaboré un relevé systémique de toutes les infrastructures religieuses et nous sommes arrêtés à 60 monuments pour ne pas s'éparpiller en fait. Et une enquête quantitative a été nécessaire auprès de 60 étudiants doctorants affiliés à l'école doctorale sur le nord du Maroc. Donc voilà, ça c'est l'approche méthodologique et le corpus que nous avons adopté dans notre travail de thèse. Après toute cette approche théorique, cette approche méthodologique, ce souci de recherche, en fin de compte, quel est le résultat? C'est ce qui est en quelque sorte important, qui représente la colonne vertébrale de toute recherche doctorale, c'est le résultat de la thèse, c'est le fruit de la fin. Donc le résultat de ce travail de thèse, d'abord à Marrakech, nous avons pu confirmer que c'est une grille sémiotique d'interprétation de la communication architecturale qui peut représenter un modèle de communication communicante d'un patrimoine et d'une patrimonialisation qui invente la Médina. La notion d'inverser, pour l'expliquer, c'est que quand la Médina se reconstruit à chaque fois qu'une dynastie apparaisse, un édifice qui s'efface, l'autre qui le remplace avec toute une autre idéologie, mais les racines, elles sont toujours là. On les reprend toujours de façon différente. Pourquoi ne pas faire cela pour un marketing territorial durable aujourd'hui? À Tétouan, force à reconnaître que cette ville est une ville qui a réussi sa structuration sociale, qui s'est faite par la religion. Ici, la religion, pas au niveau spirituel, non, mais l'exploitation des édifices religieux dans la ristourne économique. Donc, l'édifice religieux n'est pas uniquement pour le culte, mais c'est pour la culture, pour le commerce et pour l'intégrité sociale. Il est ouvert aux citoyens, au public. Pourquoi ne pas l'ouvrir pour un projet de durabilité? Donc, c'est le pivot qui régule le résidentiel, le spirituel, l'organisation territoriale et surtout l'appropriation des modes de vie, et c'est très important. Une cité ou une ville dont le citoyen ne s'approprie pas le mode de vie, ne se réfère pas au mode de vie de cette dernière, est un projet d'urbanisme, d'architecture, d'habité et de territorialité raté. Donc il faut le repenser. Agadir. Agadir, c'est le petit chagrin de la recherche. Certes, l'espoir, il est là. Après la reconstruction de 1960, les architectes Zevagou et les autres ont su trouver une jonction entre l'œuvre architecturale, son contenu, sa peau à l'échelle de la ville, la cité blanche et de lumière, mais aujourd'hui qui n'a rien à voir avec le Far West délire, avec Funti, Zawiyat Smara, le haut Funti qui s'adosse à la Maison Blanche dans un délire sans précédent, ou bien le piémont de l'Hay Mohammadi. Aucune identité architecturale, aucune intégrité sociale et un émiettement. J'ouvre la parenthèse, dans le cadre de la crise actuelle du Covid-19, nous avons vécu l'importance d'une ville inclusive et non une ville émiettée, pour pouvoir contrôler tous les alliés qui peuvent venir dans le futur proche ou lointain. Alors, pour conclure, et pour ouvrir des perspectives
de la recherche en communication architecturale, il faut noter d'abord que l'architecture apparaît dans les 3 modèles comme une science de la communication à part entière. L'image, la symbolique, la sémiotique, la temporalité, les lieux, les interprétations, le langage, les processus de construction, les identités et j'en passe, fait de l'architecture un instrument hors norme de l'expression communicationnelle. C'est un discours, c'est un vécu qui parle et qui se propose pour un changement. Que ce soit au passé, au présent ou pour concevoir le futur. La communication architecturale est perçue dans le sens de durabilité à travers l'authenticité réelle à la valeur identitaire. Et donc c'est une science qui a sa place dans les disciplines littéraires, sciences sociales et de communication. Ainsi, les perspectives de la communication architecturale sont très élargies. Elle a d'abord sa place dans les différents terrains d'études, que ce soit les sciences du langage, les sciences du langage, l'enseignement fondamental de l'histoire de l'art, la communication, la gestion du patrimoine, le marketing, le tourisme ou l'architecture iconique. Nous sommes arrivés vers la fin et j'aimerais bien, à travers mon expérience vraiment modeste de 3 années de recherche, qui était vraiment boostée, j'aimerais bien donner quelques conseils aux jeunes chercheurs, jeunes doctorants. Et donc, tout au long du parcours de thèse, j'étais marquée énormément, d'abord, bien sûr, par la présence de nos enseignants, du laboratoire, le soutien, les formations, les colloques, tout ce qu'ils nous ont offert ainsi que l'établissement. Ce qui est plus important, ce qui est essentiel, c'est l'ardeur d'envie du chercheur, du jeune chercheur. C'est la prise d'initiative, c'est ce qu'on nous a, inculqué dans notre parcours de recherche, c'est d'avoir ce courage de prendre l'initiative, de défendre son sujet de thèse, surtout d'aimer ce qu'on veut faire. Car quand on aime ce qu'on veut faire, quand on aime notre travail, ça donne son fruit vers la fin. Et cela, vous allez le constater, nous le constatons tous, non seulement durant la période des 3 années de recherche, mais après la soutenance de la thèse en ce qui concerne l'insertion professionnelle. Et je l'ai vécu plus précisément à l'École nationale d'architecture d'Agadir. Quand j'ai commencé l'enseignement à l'école, je ne me suis pas sentie dépaysagée. Pourquoi? Grâce à la qualité de la formation déjà que nous avions eue et grâce à la prise de responsabilité que toute personne doit prendre elle-même. Il faut se lancer dans des stages, des expériences, des formations, des auto-formations, aller vers l'autre, aller vers la formation. Il ne faut jamais attendre que l'information vienne vers nous. Le directeur de thèse, c'est comme un père qui nous guide, qui nous montre le chemin, mais c'est à nous de creuser notre chemin. Si je peux donner un conseil à l'égard des doctorants, c'est toujours d'être à l'écoute, d'être ouvert pour tout enseignement et de s'ouvrir, encore une fois, vers l'auto-formation. Non seulement en ce qui concerne le sujet de thèse, cela est fondamental, je n'en parle pas, parce que le sujet de thèse, il faut s'imprégner, il faut faire ses recherches, mais au-delà, tout le cosmos de recherche qui l'entoure, il faut vraiment s'imprégner et être, comment dirais-je, de représenter ce que l'on veut présenter vers la fin. Il faut que ça soit en nous et je vous remercie pour votre attention.